Alors Powens, hein, c'est une société d'open finance. Bonjour Bertrand. Vous allez nous en dire un petit peu plus évidemment sur Powens dans le cadre de cette intervention. On a parlé déjà un petit peu alors, de cette conférence de l'open banking évidemment. En filigrane, c'est un sujet qui revient souvent. Votre société Powens et vous Bertrand, vous êtes un spécialiste. Je voudrais un petit peu avoir votre vision de l'évolution de l'open banking au fil des ans. Notamment, j'ai l'impression on est en train quand même de passer un stade, c'est-à-dire que l'open banking, c'était beaucoup d'expérimentation et j'ai l'impression qu'on arrive sur des cas d'usage un peu plus concrets et un peu plus business quelque part. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On arrive un peu à un tournant du marché de l'open banking, très clairement, où jusqu'à maintenant, on a essayé un peu tout ce qui était possible de faire basé sur des technologies d'open banking. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été lancées, mais toutes n'ont pas eu le succès escompté. Donc, on voit des cas d'usage disparaître petit à petit, en tout cas ne pas évoluer comme ils auraient souhaité, comme notre bon vieux PFM qui en fait n'a pas vraiment d'avenir, on ne va pas se le cacher. C'est quelque chose qui est un dû que tout le monde a sur son application bancaire. Donc voilà, disons que ça tue un peu le cas d'usage. En tout cas, ça l'ancre suffisamment dans les habitudes pour que ça devienne même plus une innovation et que les gens ne soient pas prêts à payer pour ça. A contrario, on voit des cas d'usage qui rencontrent le succès, qui rencontrent un succès d'usage et aussi dont la promesse est assez claire. Donc il y a bien deux distinctions. Il y a à la fois les cas d'usage B2B où là on va retrouver des logiciels de gestion d'entreprise qui vont de la pré-comptabilité, comptabilité, gestion de trésorerie, paiement de factures, de salaire, où là la promesse est très simple et du coup rencontre du succès parce que ça fait gagner du temps à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise sur des tâches qui sont assez réverbératives et chronophages. Donc là, évidemment, les gens sont prêts à payer pour ça parce que ça leur fait gagner du temps et du temps qui vont consacrer à des choses à plus forte valeur ajoutée. Et dans le B2C, il y a des cas d'usage très clairs avec des usages aussi qui décollent. Tout ce qui est lié au pouvoir d'achat, cashback évidemment, voilà, je dépense et je récupère une partie sur mon compte sans rien faire, de façon tout à fait transparente. Toutes les facilités de paiement, donc on a beaucoup parlé du BNPL qui a eu un succès fulgurant. Et d'une manière générale, toutes les capacités de financement comme le crédit aussi, mais que j'assimile pas mal au BNPL parce que le fonctionnement est assez similaire pour pas être exactement le même. Donc voilà, retour un peu au pragmatisme, mais ça fait du bien, non. Et c'est pas que propre au secteur fintech, c'est un peu propre au secteur de la tech en général. Et donc des cas d'usage qui vont disparaître, qui sont en train de disparaître, et des cas d'usage qui pour le coup vont perdurer et évoluer. Alors sur le crédit, puisque c'est l'intitulé de cette table ronde, innovation dans le crédit, alors quelles innovations concrètes ? Pourquoi d'ailleurs ça s'y prête particulièrement, cet univers du crédit, et quelles innovations concrètes ? Ça s'y prête particulièrement parce que avant et encore aujourd'hui, lorsqu'on voulait souscrire un crédit, je vais prendre l'exemple du crédit à la consommation, on devait envoyer des pièces justificatives, imprimer, aller voir son conseiller pour obtenir potentiellement ce crédit conso. Aujourd'hui, avec des technologies d'open banking, de récupération de données, on automatise tout le système. Donc il y a à la fois des gains au niveau du consommateur comme vous et moi, mais aussi au niveau de ceux qui octroient le crédit. Pour vous et moi, c'est un crédit en quelques clics, 100% automatisé, avec une libération des fonds en quelques minutes. Donc voilà, la promesse est là, encore une fois. Et pour les sociétés qui, elles, octroient les crédits, c'est automatiser toute la chaîne de décision. Alors on n'y est pas complètement, mais on s'y rapproche de plus en plus. Donc ça accélère l'octroi de prêts, de crédits, ça permet du coup d'en octroyer plus, et on sait très bien que sur le crédit, les établissements gagnent leur vie. Donc voilà, ça réduit aussi le risque de fraude. Aujourd'hui, se connecter directement au SI bancaire, c'est la garantie d'avoir des données qui sont exactes et pas altérées. Falsifier un relevé bancaire, il n'y a rien de plus simple. Ouvrir un compte en banque et l'utiliser pendant 3 mois et faire semblant d'avoir une vie tout à fait correcte, c'est aussi très simple, alors qu'on peut avoir une vie complètement dévergondée de l'autre côté depuis 18 ans. Donc voilà, ça permet aussi de réduire ce risque de fraude et donc de réduire aussi le risque global de la chaîne.
Alors, ce qui est intéressant avec Powent, c'est que vous vous développez à l'international. Et puis, l'open banking dépend aussi beaucoup de l'open banking en général, hein, pas seulement sur l'application du crédit, dépend bien sûr beaucoup aussi de la régulation. Est-ce que vous observez des distinctions entre différents pays sur le plan de la maturité de l'open banking, sur le plan des applications, sur le plan du crédit, de par à la fois l'expérience de Powent et puis tout simplement de votre expertise sur le sujet? Alors sur l'open banking en général, oui, il y a beaucoup de différences. Il y a des pays assez en avance comme le Royaume-Uni qui a commencé bien avant nous. On n'est pas loin derrière, pour être honnête, et je pense même qu'on rattrape un peu le retard qu'on a pu avoir au début. Il y a des pays comme l'Espagne aussi où il y a des vrais usages développés, notamment sur le crédit conso là-bas qui est très installé dans les mœurs. L'Allemagne aussi, même si c'est assez différent sur le crédit parce qu'ils ont le crédit bureau avec des gros établissements comme Schufa, qui est le plus connu là-bas, qui permet en fait de noter les personnes et de donner une note de solvabilité directement sans s'appuyer sur l'open banking. Mais bon, ils sont pas fous, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait une opportunité dans l'open banking, donc c'est pour ça qu'ils ont investi dans un acteur local, parce qu'ils savent bien que ça peut aussi automatiser des process qui sont un peu archaïques chez eux. On a des pays qui sont en retard, comme l'Italie. Alors pourquoi ? Lorsque vous avez des banques qui ont proposé des qualités d'API DSP2 qui ne sont pas suffisamment fonctionnelles, ça n'aide pas évidemment, ça ralentit tout le process d'adoption. En Italie, c'est assez catastrophique. Donc voilà, donc ça c'est un peu le panorama des grands pays en Europe, avec des pays qui se situent un peu, voilà, avec des niveaux d'avancée assez différents, assez disparates. Ouais. Alors, sur l'évolution aussi de l'open banking, puisque on a évoqué à l'instant le fait que l'open banking était passé un stade, le fait que suivant les réglementations, les pays pouvaient se matérialiser de manière différente. Il est aussi en pleine évolution parce que la réglementation évolue aussi. Comment vous voyez les choses et quels conseils vous donneriez finalement aux banques pour anticiper peut-être un peu plus sur ce sujet qui est vraiment en pleine mouvance et qui peut parfois aller peut-être plus vite que la capacité à s'adapter? Des conseils, c'est utiliser nos technologies évidemment, mais utilisez-les vraiment, c'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, nos technologies au début ont été utilisées comme une case à cocher de l'innovation. Voilà, on a branché un acteur de l'open banking et du coup, on est innovant, mais en fait, ça suffit pas. Lorsque vous branchez une technologie, pour avoir un retour sur investissement, faut l'utiliser, il faut avoir beaucoup d'usages. Et puis là, vous allez trouver des vrais leviers. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Utilisez vraiment les technologies d'open banking, n'ayez pas peur. Ensuite, sur l'évolution du secteur, ça va être une évolution assez naturelle, c'est-à-dire que on voit bien qu'on est de plus en plus ouvert au fait de partager nos données bancaires lorsqu'on y retrouve notre compte. Il y a quelques années, c'était pas le cas, hein. On n'aurait pas du tout voulu partager nos données bancaires. Je sais qu'il y en a encore aujourd'hui qui souhaitent pas le faire. Donc on va aller de plus en plus loin dans le partage de données. Donc aujourd'hui, c'est les données bancaires, mais demain, ce sera les données bancaires non DSP2 qui sont les données d'assurance, de crédit notamment, de prêts aussi, donc de crypto, voilà, de tous les assets financiers qu'on peut avoir. Ensuite, ça sera d'autres informations qu'on serait prêt à partager, nos informations d'abonnement, nos informations de consommation au sens large, qui ne soient pas que rattachées à des données financières. Donc voilà, on est passé d'open banking, maintenant on parle d'open finance, on va vite basculer dans tout ce qui est open data. Si la promesse est au rendez-vous, encore une fois, si c'est juste un service comparable à un PFM, alors on aura du mal à passer ce stade et à partager ces données parce qu'on ne va pas s'y retrouver. Alors vous dites, Bertrand, il faut utiliser les bonnes technologies. Parlez-nous un petit peu de Powent, justement. Quelle est la valeur ajoutée que vous proposez? Quel est le critère de différence que vous proposez? Et puis parlez-nous un petit peu de votre stratégie quand même. Je sais que vous développez beaucoup à l'international. Voilà, donnez-nous un peu quelques informations pour ceux qui ne vous connaissent pas, et sans doute il y en a pas mal dans la salle. Oui, il y en a pas mal, surtout qu'on a changé de nom, donc ça n'aide pas. On était anciennement Budget Insight, maintenant on est Powent. C'est une marque un peu plus
européenne et qui reflète notre ambition. Sur la stratégie, elle est assez simple, c'est d'aller toujours plus loin dans les services financiers qu'on est capable de proposer. Alors on avait une stratégie ces dernières années qui était une stratégie très horizontale, c'était de rendre disponibles nos technologies dans d'autres pays en Europe. On a fait suffisamment sur ce plan-là, on est disponible dans 13 pays. Ça suffit parce que c'est les 13 pays où ça marche. Ça sert à rien d'aller brancher les pays où ça marche pas. Alors je sais que les autres le font, mais moi je vais pas le faire. Ensuite, une stratégie aussi verticale maintenant, beaucoup plus, qui est le fait de proposer d'autres services. L'accès à la donnée, c'est bien, mais on parle beaucoup de commoditisation et le meilleur moyen de l'éviter, c'est de déplacer aussi un peu le champ de bataille. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a racheté un acteur en Espagne récemment, qui est un acteur open banking, certes, mais qui a aussi développé une plateforme de banking as a service qui est très complémentaire de nos technologies. On se rend bien compte aujourd'hui que nos technologies d'open banking, de récupération de données peuvent être complétées de briques de banking as a service pour en fait remonter toute la chaîne de valeur d'un cas d'usage. Concrètement, c'est quel type de briques du coup? C'est de l'émission de wallet, c'est de l'émission de cartes, c'est de l'urbanisation de wallet, c'est du pay-in, pay-out entre ces wallets. Bref, ça permet vraiment de proposer un service financier clé en main. Aujourd'hui, où on était beaucoup trop en amont et du coup, la valeur ajoutée était moindre. Lorsque vous proposez tout un service financier clé en main, a priori, la valeur ajoutée est bien plus importante. Donc c'est ça aujourd'hui la stratégie, c'est une stratégie très verticale d'être capable de proposer du crédit as a service, donc récupération de données, scoring, émission du prêt, récupération sur un wallet, émission de la carte pour dépenser ce qu'il y a sur ce wallet. Voilà. C'est des exemples de ce vers quoi on se dirige, toujours en choisissant les cas d'usage à succès, les cas d'usage où la promesse est au rendez-vous et les cas d'usage où du coup nos clients sont prêts à payer et à payer cher pour le faire. Voilà. Quand vous travaillez avec les clients, les projets, typiquement ça dure combien de temps? Quels sont les points clés du projet? Ça dépend beaucoup. Nous, on a aujourd'hui 260 clients. Ça va de la grande banque française, où aujourd'hui toutes les grandes banques françaises utilisent nos technologies, à la petite fintech qui a été créée il y a 2 semaines. Donc ça va de projets à 12 mois d'implémentation, d'intégration. Donc c'est un peu long. On fait tout ce qu'il faut pour accélérer cela, à des projets qui se lancent alors peut-être pas 48 heures, mais en 2 semaines. Donc voilà, c'est très très disparate et le temps jusqu'au go live est très variable. Merci beaucoup Bertrand pour toutes ces informations.